Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais passer en revue le portefeuille de Charlie Munger, l'ami et partenaire en affaires de Warren Buffett. Dans cet épisode, je présenterai les sociétés composant son portefeuille et bien entendu, je ferai un arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un message très important, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Je pense qu'il est important de présenter en quelques mots Charlie Munger. Il est né le 1er janvier 1924. C'est un ancien avocat spécialisé en droit immobilier. Il est actuellement vice-président de Berkshire Hathaway, président du Daily Journal Corporation. Il est aussi administrateur de Costco et enfin, c'est un philanthrope de la première heure. Il faut savoir que son portefeuille est composé de seulement 5 titres. Il est disponible sur le site Dataroma. Dans ces 5 titres, donc, il y a 3 sociétés du secteur financier, une société du secteur discrétionnaire et une société du secteur des matières premières, donc dans l'industrie de l'acier. Au niveau des zones géographiques, il faut savoir qu'il y a 3 sociétés américaines, une société chinoise et une société coréenne. Donc il a une approche quand même plutôt mondiale de l'investissement, au contraire de Warren Buffett qui est quand même connu pour privilégier les investissements uniquement américains. La première ligne dans le portefeuille de Charlie Munger, c'est Bank of America. Bank of America, c'est un groupe bancaire organisé autour de 5 pôles d'activité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 56% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie commerciale et 20% sur toute la partie banque d'affaires et d'investissement. J'ai noté 2 concurrents à Bank of America. Le premier, c'est Wells Fargo, que vous devez certainement connaître, symbole WFC, et le second, Citigroup, symbole C. À savoir que Charlie Munger possède actuellement 97 millions de dollars en titres donc, de Bank of America, ce qui représente 43% de son portefeuille total. Donc c'est bien évidemment la plus grosse ligne de son portefeuille. Le symbole de Bank of America, c'est BAC du secteur de la finance. Le dividende était actuellement à 1,93%. Son dividende est plutôt bien sécurisé. On est sur un payout de 23%. Le cours du titre est à 44-45 $ et on est sur une capitalisation boursière de 357 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du cours, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 5% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement est actuellement à 1,93%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,03%, donc un petit écart, mais il n'est pas important. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER actuel est supérieur de 9% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Bank of America est à 13,9%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 12,7%. À savoir que du côté de Morningstar, Morningstar considère que le fair value price de Bank of America est à 38 $. Je rappelle que le cours du titre est à 44 $, donc ce qui nous fait quand même un premium de 15%. Bon, c'est vrai que d'une manière générale, on peut considérer que on est dans la fourchette haute en termes de prix chez Bank of America, mais c'est quand même une banque de qualité et on va le voir dans le prochain slide. Comme je disais précédemment, Bank of America a toujours été pricé dans la fourchette haute par le marché. Et à titre d'exemple, on comprend pourquoi, puisque sur la dernière année, donc sur les 12 derniers mois, le rendement de Bank of America a été de 52%, alors que sur la même période, le S&P 500 a eu un rendement de 29% dividende intégré. Donc Bank of America bat en fait le S&P 500 sur un an, et c'est le même constat en fait sur 10 ans, puisque le rendement de Bank of America sur 10 ans est de 719%. C'est hallucinant, on est dans le secteur bancaire. C'est quand même assez rare, alors que le S&P 500 sur la même période a eu un rendement de 369%. Donc je comprends mieux pourquoi Charlie Munger a investi dans cette société. Au niveau des splits, il y en a eu 3. Le dernier, c'était en 2004. Ça commence à dater avec un ratio de 2 pour 1. Et il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est en cours actuellement. Donc,
Donc sur les 10 dernières années, il faut savoir que le nombre de titres en circulation a baissé de 15%. Passons à la politique de distribution du dividende, à savoir que ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 7 ans qu'ils versent un dividende croissant. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est forcément la baisse en fait du dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009. Là, ça a été même une réduction très très violente. Donc sur 20 ans, forcément, la croissance du dividende est négative. Mais par contre, sur 5 ans, elle est extrêmement positive puisqu'ils ont augmenté en moyenne leur dividende de 25% par an. En même temps, c'est facile puisque là, en fait, ils partent presque de zéro. Donc, c'est toujours très facile d'augmenter son dividende de 30%, voire de 50% quand on part de si bas. En juillet 2021, la croissance, elle a été de 17%. Donc ça, c'est plutôt aussi très positif. Au niveau du coupon, bon, c'est assez classique, hein, c'est un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 0,84$ le titre. Et au niveau des crises, comme je disais, donc le dividende a été réduit entre 2007 et 2009. Et pendant la crise du Covid, le dividende a été donc augmenté. Alors, Wells Fargo est la seconde société dans le portefeuille de Charlie Munger. Alors en quelques mots, Wells Fargo figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, il faut retenir qu'ils font presque 58% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie banque de détail et commerciale et 22% sur toute la partie banque d'investissement. Au niveau des concurrents, j'en ai noté deux. Donc il y a Bank of America, bien sûr, symbole BAC, et Citigroup, symbole C. Alors, il faut savoir que Charlie Munger possède pour 73 millions d'actions de Wells Fargo, ce qui représente 32% de son portefeuille total. Donc c'est sa seconde ligne la plus importante. Alors le symbole de Wells Fargo, c'est WFC. Son dividende est actuellement à 1,65%. Moi, je considère que son dividende est plutôt moyennement sécurisé. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Pourtant, le payout est très bas, il est à 12%. Le cours est à 48$ et on est sur une capitalisation boursière de 194 milliards de dollars. Alors, passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 42% par rapport à ses moyennes sur 5 ans. C'est vraiment énorme. Je rappelle que le dividende est à 1,65% alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,86%. Donc il y a un peu plus d'un point d'écart quand même. Par contre, au niveau de son PER, il faut savoir que le PER est supérieur de 6% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Wells Fargo est à 13,4 alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 12,6. Du côté de Morningstar, il faut savoir que Morningstar considère que le fair value price de Wells Fargo est à 55$. Le cours du titre est autour de 48$, donc ça nous fait un discount de 12%. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur la dernière année, donc sur les 12 derniers mois, le rendement de Wells Fargo a été excellent puisque on a un rendement de 66% de dividendes, enfin 67% même dividendes intégrés, alors que le S&P 500 sur la même période a fait un rendement de 29%. Sur 10 ans, c'est nettement moins bon. Sur 10 ans, Wells Fargo a eu un rendement de 88%, alors que sur la même période, le S&P 500 a eu un rendement de 369%. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire et on constate de toute façon que Wells Fargo végète maintenant depuis 2018. On voit sur le graphe de 10 ans, donc depuis 2018, ils sont même en tendance négative. Au niveau des splits, il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à présent 6 splits. Le premier, c'était en 77, ça commence à dater. Le dernier, c'était en 2006, avec un ratio de 2:1. Il faut savoir qu'il y a aussi un programme de rachat d'actions et qui a plutôt bien porté ses fruits puisque le nombre de titres en circulation a baissé de 21% sur les 10 dernières années, ce qui devrait permettre aussi à soutenir le titre s'il continue dans cette direction. Passons à la politique de distribution du dividende de Wells Fargo qui est vraiment pas bonne. On le voit sur 10 ans, ils ont baissé leur dividende à 3 reprises. À 2 reprises pendant la crise financière de 2007 et 2009. Ils ont baissé leur dividende en 2008, en 2009. Et pendant la crise du Covid, en 2019, ils ont aussi baissé leur dividende.
Donc là, inutile de vous dire que c'est éliminatoire direct pour moi, puisque moi je recherche principalement des sociétés qui sont capables d'augmenter leurs dividendes, même pendant les crises. Sinon, au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel assez classique en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 80 cents le titre. Et pendant les crises, comme je disais, donc ils ont, là ils font un strike. Ils ont réduit leurs dividendes pendant la crise de 2007 et 2009 et ils ont aussi réduit leurs dividendes pendant la crise du Covid. Donc vraiment pas bon du tout. La troisième société dans laquelle Charlie Munger a investi, c'est Alibaba. Alors, il faut savoir qu'Alibaba est la première place de marché chinoise en ligne. Le groupe propose donc une plateforme permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente. Donc l'activité s'organise autour de 3 pôles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 86% de leur chiffre d'affaires sur l'exploitation donc, de cette plateforme de commerce en ligne. Alors, j'ai noté 2 concurrents que vous devez très certainement connaître, Tencent et JD.com qui sont chinois. Donc à savoir que Charlie Munger a investi 44 millions de dollars dans cette société, ça représente 19% de son portefeuille total. Alors le symbole d'Alibaba, c'est BABA du secteur de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir que cette société ne distribue pas de dividendes. Alors le cours d'Alibaba est actuellement à 122 dollars. On va voir sur les prochains slides que le cours a fortement chuté cette année. Et la capitalisation boursière d'Alibaba est à 331 milliards de dollars. Alors passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que son PER est inférieur de 63%, c'est vraiment énorme par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER d'Alibaba est à 13,10 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 35,74, donc l'écart est vraiment très très important. Comme je vous disais, le cours du titre a été vraiment massacré cette année. Au niveau de Morningstar, il faut savoir que c'est à peu près le même constat. Morningstar considère que le Fair Value Price d'Alibaba est à 188 dollars. Fair Value Price qui a été baissé quand même par Morningstar il y a 2 semaines, je crois, de mémoire. Le cours du titre, je vous rappelle qu'il est à 122 dollars, donc il y a quand même un discount de 35% aussi du côté de Morningstar. Passons maintenant aux historiques du cours et des rendements, à savoir que sur la dernière année, le cours d'Alibaba, donc son rendement a été négatif de 53%, c'est vraiment une descente aux enfers. Imaginez, regardez ça, cette courbe, c'est assez rare de voir ce type de tendance, surtout pour un groupe tel que Alibaba, c'est vraiment un mastodon. Alors que le S&P 500 sur la même période, je rappelle qu'il a eu une croissance de 29%, dividendes intégrés. Sur 10 ans, il faut savoir que Alibaba a fait une croissance, un rendement de 33%, alors que le S&P 500, sur la même période, a eu un rendement de 369%, dividendes intégrés. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que on le constate depuis début 2021, regardez, la chute en fait du cours du titre d'Alibaba est vertigineuse. On se demande même jusqu'où ça peut aller. Donc vraiment très très inquiétant, sachant que je vous rappelle que je suis actionnaire en fait de cette société. Donc ça m'inquiète un peu quand je vois ce type de tendance, puisque moi je suis actuellement, je crois de mémoire, déjà à une moins-value latente de presque moins 30%, je crois. Donc ouais, c'est chaud les marrons. Donc au niveau des splits, il faut savoir qu'il y a jusqu'à présent jamais eu aucun split du titre. Au niveau du nombre de titres en circulation, il y a eu une augmentation de 9% sur les 10 ans. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la partie retour sur investissement. La quatrième société que possède Charlie Munger, c'est US Bancorp. Donc c'est un groupe de services financiers organisé autour de 5 pôles d'activité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 41% de leurs revenus sur toute la partie banque de détail et 24% de leurs revenus sur toute la partie prestation de services de paiement. J'ai noté 2 concurrents. Le premier que vous connaissez maintenant, c'est Bank of America et le second, 50 Third Bancorp, symbole FITB. Il faut savoir que Charlie Munger a investi à hauteur de 9,8 millions de dollars dans cette société, ce qui représente 3,69% de son portefeuille total. Alors le symbole de US Bancorp, c'est USB. Son dividende est actuellement à 3,21%. Je considère que son dividende est moyennement sécurisé. On est sur un période de 35%. Le cours du titre est autour de 57-58 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 84,3 milliards de dollars.
Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est à 3,21%, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 2,85%, donc ça nous fait quand même un point d'entrée intéressant. Au niveau du PER, il n'y a pas grand chose à dire puisque le PER actuel est en ligne en fait par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Du côté de Morningstar, Morningstar considère qu'il y a un petit discount de 5%. Le fair value price de Morningstar est à 60 $, alors que le cours du titre est à 57 $. Donc si demain je devais me positionner sur ce titre, je sais au moins que je ne vais pas surpayer ce titre, puisque je pense que le marché a plutôt bien pricé en tous les cas US Bancorp. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le rendement d'US Bancorp a été de presque 24%, donc ce qui est plutôt moyen pour comparer aux autres performances, par exemple de Bank of America et même de Wells Fargo. Sur la même période, je rappelle que le S&P 500 donc cette année a une croissance de 29%. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur, mais c'est pas terrible comparé aux performances de Bank of America, puisque la performance du US Bancorp sur 10 ans a été de 120%, alors que le S&P 500 sur la même période, je rappelle, a une croissance dividende intégrée de 369%. Au niveau des splits, il y en a eu 5. Le dernier, c'était en 99, donc ça commence à dater. C'était donc avec un ratio de 3:1. Et il y a eu aussi un spin-off, c'était en 2004. Au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il a baissé de 21% sur les 10 dernières années. Donc il y a un programme quand même de rachat d'actions qui est plutôt ambitieux, qui devrait théoriquement soutenir le cours du titre. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende d'US Bancorp, à savoir que c'est à peu près le même pattern que Bank of America, puisque ça fait 11 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant. Il y a eu aussi, comme pour tout le secteur bancaire de toute façon, une réduction du dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009, à savoir que sur 20 ans, la croissance moyenne du dividende a été de 5% par an. Sur 5 ans, ça s'est un peu accéléré puisque la croissance a été de 11% par an et en juillet 2021, ils ont augmenté leur dividende de 9,5%. Au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 1, en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 1,84 $ le titre. Et au niveau des crises, comme je disais, donc ils ont réduit leur dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009. Et par contre, ils ont augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid, comme Bank of America. Et donc, c'est quand même plutôt positif à ce niveau-là. La cinquième et dernière société dans le portefeuille de Charlie Munger, c'est POSCO. Alors POSCO, il faut savoir que c'est une entreprise coréenne dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits sidérurgiques. La société est organisée autour de 4 pôles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le principal pôle, enfin les deux principaux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, c'est le premier, c'est la production d'acier et la vente de produits sidérurgiques, et le second pôle, c'est toute la partie trading, donc import et export. Donc à savoir que j'ai noté qu'un seul concurrent vraiment qui sont en tous les cas qui est connu et listé sur le marché américain, c'est Nucor, symbole NUE, que je connais très bien puisque Nucor fait partie de mon portefeuille. Alors, Charlie Munger a investi à hauteur de 672 000 $ dans POSCO, ce qui représente seulement 0,3% de son portefeuille total. Alors, le symbole de POSCO, accrochez-vous bien, c'est VPKXFF, donc pas évident. Le dividende est actuellement autour de 5,97%. Moi, je considère que le dividende est plutôt moyennement sécurisé. On est pourtant sur un payout de 35%. Donc le cours du titre est à 63 $ l'action et on est sur une capitalisation boursière de 18,3 milliards de dollars, et j'avais oublié que POSCO fait partie du secteur donc des matières premières. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que ça n'a pas été évident déjà de trouver des données sur une société coréenne. Moi, toutes mes bases sont pour des sociétés américaines, voire européennes, donc trouver des informations sur une société coréenne, c'est pas forcément évident. Bref, donc, alors à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 71% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende actuellement de POSCO est à 5,97%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 3,48%. Donc là, il y a un point d'entrée intéressant pour
les investisseurs qui cherchent le rendement, à savoir du côté du PER que le PER est inférieur de 58%, donc grosse baisse du titre, je pense. Ça explique pourquoi il y a un rendement qui est intéressant à ce niveau-là. Donc le PER est inférieur de 58% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel de POSCO était à 3,76, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 9. Dernier point, j'ai pas d'informations concernant Morningstar, puisque Morningstar n'a pas fait d'études de la société concernant le fair value price. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le rendement de POSCO a été négatif. Le rendement a été donc de moins 6,44%, alors que sur la même période, je rappelle, le S&P 500 a fait une croissance de 29%. Sur 10 ans, c'est pas terrible, puisque POSCO, sur 10 ans, a fait un rendement négatif de 28%, alors que le S&P 500 a une croissance sur la même période de 369% de dividendes intégrés. Donc là, j'ai du mal à comprendre l'investissement de notre ami Charlie Munger. Peut-être que c'est un insider qui a des informations dont on n'a pas, mais en tous les cas, là, c'est vrai que le rendement de POSCO sur les 10 dernières années fait peur. Donc c'est assez rare en plus de voir ce type de croissance négative, enfin de rendement négatif sur 10 ans, mais j'ai plutôt l'habitude quand même de voir des rendements positifs. Donc je m'interroge quant au choix de cette société. Bref, comme je disais, il y a certainement des informations que je n'ai pas. À savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de split du titre. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il y a un petit programme de rachat d'actions, mais très léger, puisque le nombre de titres en circulation a baissé de seulement 1% en 10 ans. Passons à la politique de distribution de dividendes de POSCO que je trouve vraiment déplorable, dans la mesure où ils ont réduit leurs dividendes à 2 reprises pendant les 10 dernières années, et ils ont même annulé leurs dividendes, c'était pendant la crise du Covid. Donc là, c'est red flag aussi, indirect. Ça, je peux pas, moi en tous les cas, sélectionner ce type de boîte. C'est vraiment, ça sort de tous mes critères. Je vous rappelle que moi j'investis principalement sur des sociétés qui sont capables d'augmenter leurs dividendes chaque année, et quand je vois ce type de graphes avec des réductions, voire des annulations de dividendes, pour moi c'est éliminatoire direct. Enfin bref, donc sur les 10 dernières années, il faut savoir que la croissance du dividende a été négative, de moins 2%, c'est normal, avec autant de réductions. Sur les 20 dernières années, la croissance par contre du dividende a été positive de 6% par an. À savoir que la distribution du coupon, enfin des dividendes, est semi-annuelle. Donc la première distribution a lieu au mois de septembre, la seconde au mois de décembre. Le coupon annuel est à 1,59$ le titre. Et au niveau des crises, comme je le disais, donc pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réduit leurs dividendes. Et pendant la crise du Covid, ils ont même coupé leurs dividendes. Donc voilà, là on a tout dit. Ça c'est une société je la regarde en temps normal, je la regarde même pas, ce genre de boîte, je la regarde même pas, ça c'est clair. Passons maintenant au profil d'investisseur. Alors je rappelle que je gère 4 portefeuilles. J'ai un portefeuille retraite, un portefeuille conservateur, un portefeuille croissance et un portefeuille spéculatif. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai pris chacun des titres et je me suis dit, ok, est-ce que chacun de ces 5 titres que possède Charlie Munger, donc est-ce qu'il pourrait convenir à un de mes portefeuilles. Donc typiquement Bank of America, je pense que c'est une société qui pourrait convenir pour mon portefeuille conservateur et surtout pour mon portefeuille croissance. Je suis très agréablement surpris par le rendement du titre de cette société sur 10 ans. Je rappelle qu'elle bat en fait le S&P 500 sur 10 ans. Elle bat le S&P 500 sur 2021. Donc là, cette boîte m'a plutôt bluffé en termes de performance boursière. Wells Fargo, je vois aucun intérêt d'investir dans cette société pour un de mes portefeuilles. Cette société, elle a une politique de distribution du dividende qui me convient absolument pas. Donc ça, je mets de côté. Alibaba, comme vous le savez, j'ai investi dans cette société dans mon portefeuille spéculatif. Et je vous rappelle qu'actuellement, je suis à moins 30% en moins-value latente. Donc c'est difficile. C'est difficile. Donc faut se montrer patient. Enfin, j'espère que je me suis pas trompé. Parce que bon, là, je commence à avoir quelques doutes quant à
la capacité de cette société à remonter au niveau de la bourse, même si les résultats de la boîte sont plutôt bons, et puis c'est une boîte qui continue à générer du cash, mais ça ne suffit pas, il faut aussi plaire aux investisseurs. Donc, et pour ça, il faudra aussi que le Parti communiste chinois arrête d'intervenir aussi à tout va sur le marché chinois boursier. Bref, concernant US Bancorp, c'est un peu le même constat que Wells Fargo, ça ne m'intéresse absolument pas ce type de boîte. Beaucoup trop de réduction du dividende. Non, c'est hors de question que j'investisse dans cette boîte. Et POSCO, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, j'ai investi il y a maintenant 2 ans dans Nusor, qui a à peu près le même métier que POSCO, qui a une croissance de dividendes régulière. Ça fait, je crois même maintenant, 49 ans ou 48 ans, je ne me rappelle plus trop, que Nusor verse un dividende croissant. POSCO, on est sur vraiment une autre politique de distribution du dividende. Je pense que eux, ils distribuent un dividende en fonction de leurs bénéfices, un peu comme Rio Tinto. Donc ça, c'est le genre de profil qui me plaît un peu moins. Donc c'est la raison pour laquelle je n'investirai pas aussi dans POSCO. Passons maintenant à mon arbitrage. Si demain je devais investir 1000 $ dans une des sociétés du portefeuille de Charlie Munger, je sais que je n'investirai pas, comme je vous l'ai dit, dans Wells Fargo, ni dans US Bancorp, ni dans POSCO. Mais par contre, je serais vraiment très intéressé d'investir dans Bank of America à hauteur de 80%, donc gros montant, et à hauteur de 20% dans Alibaba. Alors pourquoi cet écart? Tout simplement parce que moi je considère qu'Alibaba c'est une société qui est plutôt un investissement plutôt spéculatif. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai investi dans cette société. Je voulais un investissement spéculatif, et c'est vrai que d'une manière générale, les sociétés chinoises, moi je les considère quand même plutôt comme des investissements spéculatifs. Donc voilà, je veux pas mettre 50% de 1000 $ dans Alibaba serait beaucoup trop risqué à mon sens. Donc je vous rappelle que j'ai quand même une approche plutôt conservatrice de l'investissement. Donc je pense qu'une allocation de 80% sur Bank of America me semble... je serais plutôt confortable avec cette approche. Alors ces investissements donc généreraient un peu plus de 15 $ de dividendes annuels, donc tiré exclusivement de l'investissement dans Bank of America, parce que je vous rappelle que Alibaba n'a pas de dividendes, et ça me ferait un salaire mensuel, un revenu mensuel de 1,25 $. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que la revue du portefeuille de Charlie Munger vous a donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, c'était l'objectif. Alors si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode, et surtout, bon trade, au revoir.